Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouveau live de ForMind. J'espère que vous allez bien en cette rentrée. Aujourd'hui, je suis avec Grégoria et Florian. Salut. Salut. Du coup, on va dire bonjour à nos viewers du jour. Bonjour Fréquentoine. Bonjour Beltir0. Bonjour Bombar. Bonjour JVKoun. Et bonjour Argao. Hop, voilà. Ça va être une nouvelle... Tiens, ouais, j'ai envie de mettre ça en place. Ça va être une nouvelle coutume quand on démarre un live. On dit bonjour à nos viewers. Qu'on soit 70, voire plus. Oui. C'est trop marrant pour Florent qui a pris cette responsabilité. Il s'est engagé devant vous. Je m'engage jusqu'au seuil de 100. Jusqu'à 100 viewers, je citerai les 100 premiers. Bon bah voilà, il y a une demi-heure de live consacrée à dire bonjour à nos viewers et on comble comme on peut. On comble comme on peut. Non mais top. Du coup, ouais, au programme ce soir, retour, donc débrief de l'actu. Je pense que ça a été assez chargé. Hein. On n'a pas eu de mal à choisir ce qu'on voulait mettre en avant. Ouais, les attaquants n'ont pas pris de vacances. Ouais. Dernière rubrique, un petit peu. J'ai envie de dire putaclic, mais ça va être mal interprété, donc tant pis, c'est pas grave. Mais on vous fera part d'un nouveau contenu exclusif, donc si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez un avantage sur tous ceux qui n'auront pas vu ce live ou qui ne le regarderont pas en replay. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est un petit avantage et on va dire une surprise pour tous nos viewers. Notamment Fréquentoine qui est là depuis clairement le début. Donc par exemple, pour cette personne-là, c'est une petite surprise de fin. On a pensé à vous, donc faut rester jusqu'à la fin. De Navast et Orton. Allez, c'est parti. Allez. C'est parti. Navast et Orton fusionnent. Non, Norton et Avast. Ça a été annoncé il y a pas très longtemps là, cet été. Ouais. Hein, donc il y a Norton qui va donc qui avait annoncé là cet été qu'il avait trouvé un accord pour avaler entre guillemets son concurrent tchèque. Voilà. Ça s'est pas fait là en 2 mois, hein. C'est des longues discussions. Donc finalement, ils sont arrivés à plus ou moins un accord. Mais en tout cas, de cette fusion, en attendant qu'on retrouve les chiffres, l'idée c'est vraiment, de eux, ce qu'ils en disent, hein, bien sûr, c'est de pouvoir apporter de nouvelles solutions aux utilisateurs. Parce qu'on rappelle que Norton, 8 milliards. Norton, c'était un antivirus payant et Avast était principalement gratuit. Donc là, il y a la combinaison des deux pour permettre une espèce aussi de diversification des offres, à la fois payantes, à la fois gratuites, et encore même une innovation technologique, hein, d'essayer de mettre en commun leurs deux savoir-faire pour essayer de sortir finalement un seul antivirus au top du top. Sur le marché. Moi, ce que je me demandais à chaque fois, c'est est-ce qu'on entendra encore que la base virale a été mise à jour, DPS peut-être a été mise à jour ou pas. Puis ils vont essayer de garder la même tranche de prix que Norton faisait, bon même Avast un petit peu bien évidemment, mais ou alors est-ce qu'ils vont baisser les coûts justement puisqu'ils seront à 2, donc ça sera plus entre guillemets plus simple, ou est-ce ils peuvent aussi se permettre d'augmenter parce qu'ils seront plus. Oui. Il y a un petit monopole aussi qui se crée là. C'est ça. Hein. Il y a un monopole. Hein. T'as quand même des gros noms du marché. Hein. Faut quand même pas oublier qu'en face, t'as du McAfee, t'as du Symantec, EZ. Ouais. Il y a bien sûr d'autres antivirus. L'idée n'est pas de dire qu'ils seront les seuls sur le marché, mais quand même Avast, c'est quand même celui qui est beaucoup utilisé par. Comme c'était gratuit, le truc simple qui était déjà installé sur les PC, c'était quand même une grande majorité de personnes qui avaient cet antivirus-là. Ouais, bien sûr. Après, on sait que si nos parents ils l'ont sur leur PC, c'est parce que ça a été installé dessus avant qu'ils l'achètent. Hein. Ouais, non, mais c'est ça, hein, c'est clairement ça. Parce qu'il y a quelque chose aussi qu'il faut voir, c'est que par exemple pour les personnes qui bossent avec des PC, ils ont aussi tendance à avoir une confiance un peu plus naturelle vers l'antivirus qui a été installé sur le poste professionnel. Donc si par exemple, imaginons au boulot j'ai du McAfee, peut-être qu'en perso, quand je vais devoir choisir un antivirus sur une formule payante, je vais peut-être avoir tendance à aller vers celui de mon employeur parce que je le connais peut-être un petit peu, ou en tout cas je me dis si mon employeur lui a fait confiance, pourquoi je lui ferais pas confiance ? Et Avast du coup se retrouvait pas dans ces positions d'être installé, enfin en tout cas moi je l'ai jamais vu installé en environnement pro.
Donc ça peut aussi expliquer qu'il ait perdu un peu des parts de marché à force. J'ai réussi à retrouver ce que je cherchais. Donc en gris, vous avez est-ce que l'antivirus a bien bloqué la menace ou pas? Est-ce que du coup, il a eu besoin d'une action utilisateur, hein? Ça arrive que l'antivirus classe certaines menaces en quarantaine et vous demande de décider ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Donc là, vous avez le user dependent. Ensuite, est-ce que l'antivirus a été compromis? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'a pas détecté une menace? Et est-ce qu'il a créé des faux positifs? C'est-à-dire, il a bloqué des choses qui n'auraient jamais dû être bloquées. Et donc là, vous obtenez en gros l'efficacité globale d'un antivirus. Et donc, le mieux, c'est d'avoir le plus de gris possible, le moins de rouge, le moins de orange et le moins de vert aussi. Parce que dès l'instant qu'on a une action utilisateur, on peut se tromper sans le savoir. Sujet suivant, donc c'est les caméras Huawei. Florian, tu veux reprendre la main sur ce sujet-ci? Ouais, je peux présenter le sujet. L'alerte vient de la CNIL, donc la Commission nationale informatique et liberté, qui s'interroge et qui a envoyé un avertissement sur la ville de Valenciennes, 43 000 habitants, à installer en fait un parc de caméras. Bon, on y reviendra un petit peu plus tard, mais détail qui a quand même pour moi son importance, c'est que ces caméras ont été offertes par Huawei, donc entreprise chinoise. Et avec ce lot de caméras, il y a aussi eu une solution logicielle, enfin des logiciels qui ont été vendus avec, notamment de reconnaissance faciale. Et on leur a dit, bon voilà, on vous installe en fait ces caméras, on vous installe ces logiciels. Et puis, notamment dans la panoplie qu'on vous installe, il y en a certains qui vont permettre en fait de détecter les visages, mais aussi des comportements anormaux. Donc on est même au-delà de la reconnaissance, on est même sur l'analyse de comportement avec potentiellement de l'alerting par rapport à des critères divers et variés. Hein. Là, on n'a pas trop la teneur des paramètres qui sont donnés. Et donc la CNIL qui a commencé à inspecter, puisque tout ça est installé dans l'espace public, donc doit être soumis à une déclaration, adresser en fait au service de la ville un avertissement pour dire que justement ça respectait pas la réglementation en vigueur. Hein. Je crois à la fois par rapport au RGPD, mais il y a aussi il me semble des règles qui encadrent un petit peu plus l'utilisation de dispositifs sur la voie publique. Je crois que même la ville a pas vraiment fait une demande très officielle pour justement installer ces caméras, et caméras qui à la base, avant même les logiciels sur la reconnaissance faciale, à la base c'était de la reconnaissance de plaques d'immatriculation. Pouvoir lire les numéros de plaques pour pouvoir voir si une voiture est recherchée, voilà, si la voiture est mal garée. On voit bien les voitures maintenant qui passent dans les villes et qui, si vous vous garez même 5 minutes un peu en biais et qu'une voiture passe avec la caméra détecte tout de suite que c'est pas une place attitrée pour la voiture, donc ça flash. La plaque est relevée tout de suite et l'amende va partir tout de suite à la personne. Ce que disait aussi Florian, est-ce qu'on sait après déterminer à partir de quel moment une personne agit un peu bizarrement? Ça, c'est carrément une question philosophique, hein, clairement. Et même si là ils disent que pour l'instant c'est pas des services encore très utilisés de reconnaissance, pas forcément faciale, hein, même de plaques, en fait ils s'interdisent pas du tout malgré les avertissements de la CNIL. Enfin là à chaud, hein, comme réaction. Pour eux, ils ne voient pas du tout le mal et ne s'interdisent pas, au contraire, de s'en servir. En fait, en plus, ces caméras sont des caméras 360, c'est-à-dire que c'est pas juste les vieilles caméras qui bougent de gauche à droite, c'est vraiment quelque chose qui fait vraiment tout le tour. Et un autre débat qui se pose, c'est on n'a pas le droit de filmer des propriétés privées. Par exemple, si on a une maison avec un jardin, la caméra n'est pas censée filmer le jardin. Problème, c'est pareil, à partir de quel moment le logiciel est programmé pour dire que là je peux filmer, mais là je ne peux pas filmer. Donc il y a tout ça. L'utilisation doit être encadrée et qu'il faut faire notamment des analyses d'implantation, des analyses d'impact et des déclarations après derrière pour vérifier que tout ce travail il a été fait avec une certaine rigueur et que ça suit en plus le règlement. Et donc là, ni l'un ni l'autre n'a été mis en place par la mairie de Valenciennes. Au-delà de ça aussi, il y a déjà pour moi le fait générateur, c'est qu'une société quand même étrangère vienne en fait pousser de la haute technologie dans une ville, tout ça de façon totalement gratuite.
ça me fait quand même un petit peu poser des questions, justement, à l'heure où on parle de souveraineté, d'ingérence et autres. Est-ce que là, ça peut pas être aussi quelque part une tentative d'ingérence d'un État étranger? Ouais, c'est une question intéressante dans le chat après. Bah ouais, on peut la regarder. Est-ce qu'ils peuvent bénéficier de dérogations de la part du gouvernement s'ils fournissent une aide à la police, par exemple? Alors après, est-ce qu'on parle de la fourniture ou est-ce qu'on parle de l'utilisation? Parce que sur la partie utilisation, de toute façon, le gouvernement ne peut pas passer outre l'avis de la CNIL. Et même, ils ne peuvent pas non plus contourner la loi, même si c'est dans un but louable d'aider la police. Je vous rends votre tête, mes amis. Avec les bons prénoms? Avec les bons prénoms, c'est bon. Incroyable. On repart sur des bases saines. Du coup, Florent, tu veux initier le prochain sujet? Enfin, la CNIL, elle non plus, n'a pas pris de vacances, hein, on va se le dire. Cet été, la CNIL a prononcé plusieurs sanctions. Donc, il y a le groupe AG2R La Mondiale qui a été sanctionné de 1,75 million d'euros d'amende. Alors, principalement pour des pratiques abusives de démarchage, je dirais. C'est-à-dire que ils ont pas. Enfin, il y a un premier point de non-conformité qui est le fait qu'ils ont gardé les données trop longtemps par rapport à ce qu'ils avaient le droit. Donc, les données de leurs prospects et clients. Et comme il y avait plus de 2 millions de clients impliqués, la CNIL a tapé fort et a dit on va mettre une amende à la hauteur. C'est un problème de manque d'information. La personne qui était appelée ne savait pas pourquoi AG2R La Mondiale avait son numéro, par quel moyen, etc. Et donc du coup on a un manquement aux articles 13 et 14 du RGPD. Néanmoins on pointera du doigt et on mettra en avant le fait que dans sa délibération, la CNIL a mentionné le fait que AG2R La Mondiale s'était remis en conformité depuis et que des actions, la CNIL avait approuvé le fait que des actions avaient été mises en place pour se remettre en conformité et que les écarts n'étaient plus constatés. Et surtout, les données qui étaient conservées, c'était pas n'importe quelles données, c'était des données de santé. Oui. Donc là, clairement données sensibles et des numéros bancaires. Ça, plus le fait que c'était conservé trop longtemps, plus ce qui a fait que soit pas assez clair dans l'information téléphonique. Bon voilà. Aussi quelques chiffres. Alors c'est que le contrôle en fait a eu lieu en 2019. Vu que là c'est passé par la commission restreinte avec une sanction. Par rapport à l'origine du dossier, en fait, il peut y avoir trois choses. Donc c'est soit il y a eu une violation de données qui a été notifiée, ou des contrôles qui sont faits, ou une plainte en fait des usagers. Et la sanction du coup là quand même de 1 million 1,75 million, c'est ça? Faut quand même savoir que le chiffre d'affaires de AG2R en 2019, 9,6 milliards. Donc ça fait quand même... un millième, non? À peu près? Un peu moins peut-être? Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est vrai que le montant comme ça paraît un peu énorme, mais finalement, par rapport à son chiffre d'affaires... Alors, 9,6 milliards, ça c'est le chiffre d'affaires. Le résultat net, c'est 350 millions d'euros. Alors, finalement, c'est une goutte d'eau en fait pour eux c'est vrai. dans leur résultat, quoi. On a une question intéressante dans le chat de Luke Gone qui est comment le démarcheur peut me prouver d'où viennent mes données. Alors, je sais pas ce que tu entends par prouver. Il n'a pas l'obligation... Normalement, sauf erreur de ma part, de le prouver. Mais il a l'obligation, le démarcheur, s'il n'a pas obtenu tes données, de t'informer par qui il a obtenu ces données. Donc soit directement par toi-même parce que tu as renseigné un formulaire quelque part et que tu as consenti expressément. Donc tu as coché une case en disant j'accepte de transmettre mes données à un tel, etc. Et donc là, il doit t'informer qu'il les a obtenus comme ça. Après, si c'est par quelqu'un d'autre, il doit normalement avoir les coordonnées du responsable de traitement. Donc ça, c'est un rôle un petit peu... on l'avait expliqué dans le live RGPD, mais c'est la personne qui est responsable juridiquement de la bonne protection des données et de la bonne exécution des traitements sur les données. Il doit normalement avoir les coordonnées de ce responsable de traitement qui lui a transmis ces données. Et normalement, cet organisme qui a transmis ces données doit pouvoir prouver à tout moment qu'il a eu ton consentement pour qu'il transmette ces données à un tiers. Alors, s'il ne sait pas te renseigner, normalement, le RGPD dit qu'il a 30 jours. Alors, le démarcheur en lui-même, en effet, on est d'accord, la pauvre personne qui est au téléphone
saura normalement difficilement d'où viennent tes données parce que c'est rarement renseigné dans le logiciel qu'il doit utiliser. Mais tu as normalement, il doit pouvoir soit te renseigner via son site internet, soit via un service sur comment exercer ton droit, et tu dois avoir une adresse mail pour contacter ou un service, un formulaire pour contacter le DPO. Et le DPO a 30 jours ensuite pour te répondre. Parce qu'on va pouvoir enseigner sur la deuxième sanction de l'été sur l'amende à Amazon. Parce que du coup, tu pourras, tu peux déposer plainte, tu peux aller devant un tribunal, etc. Mais malheureusement, toi, pauvre petit citoyen européen, tout seul face à l'armée d'avocats. L'armée d'avocats de l'ogre que tu vas aller essayer d'attaquer. Après, si vraiment il y a grosse atteinte, et en général, la personne n'est pas seule dans ce cas, donc il peut y avoir c'est ça, une action collective, et du coup on débouche action collective. Voilà. Sur l'amende qu'a reçue Amazon par l'autorité, donc par la CNIL luxembourgeoise, qui a reçu donc une amende de 750 millions d'euros parce que une action collective de plus de 2 millions, non, c'est quoi c'est ça, justement, c'est level up par rapport à G2R, quoi. Je crois qu'ils sont passés par des associations style la Quadrature du Net. Donc derrière ça représente sûrement aussi peut-être pas des millions, mais en tout cas des dizaines de milliers d'utilisateurs. C'est quoi? C'est 10 000 personnes. 10 000 personnes qui ont déposé une action. En fait, faut savoir que la Quadrature du Net c'est une association qui se bat pour on va dire un internet je dirais plus sûr, plus neutre, toujours plus sécurisé, etc. Et eux, avec d'autres associations, du coup, ont déposé des plaintes devant toutes les CNIL d'Europe, la CNIL et ses équivalents. Et la CNIL luxembourgeoise a reçu leur plainte collective et ont décidé du coup d'infliger à Amazon 750 millions d'euros pour en fait des problèmes et des pratiques abusives dans son moteur de recherche. C'est-à-dire que il a été prouvé que le moteur de recherche n'était pas très, neutre, mais c'est pas forcément neutre, mais enfin voilà, indépendant. Il n'était pas indépendant, il y avait des conservations de cookies et de recherche et de... les résultats étaient très différents selon qui lançait la recherche, du pays où il était situé, de son profil. Et en fait, il y avait un manque d'informations de la personne en question, et il n'y avait pas un traitement égal des citoyens, donc ils ont réussi à faire reconnaître ce souci, et du coup il y a une amende en plus si Amazon ne procède pas aux corrections qu'il faut, quoi. Voilà. Surtout que Amazon EuropeCorp, ils sont pris en décembre 2020 une autre sanction de la CNIL. Pour pratiques abusives de cookies, c'était pas très clair. Ils se sont pris 35 millions. Donc ils se sont pris 35 millions en décembre, et là on est en juillet, août, et ils se sont pris plus de ces 100 millions de plus de sanctions, quoi. Donc même si ça reste quand même pour eux presque une goutte d'eau finalement. Parce que tu vois, j'allais te le dire, j'ai trouvé le chiffre. 750 millions pour eux, c'est 0,23% de leur revenu annuel. Moi, ce que je retiens dans ce dossier, c'est qu'en fait, il y a vraiment eu une bonne coopération entre les services de contrôle. Donc c'est là où on voit quand même que la mécanique est finalement bien huilée, puisque il peut y avoir une alerte qui vient finalement de la France, qui saisit l'autorité française, et dans le cadre de la coopération, finalement, l'autorité qui va être compétente est celle en fait où le bureau qui le représente, ou en tout cas le siège, va être présent. Donc là, en l'occurrence, c'était le Luxembourg. Mais au final, ça ne suffit plus à échapper à une plainte qui est émise finalement par un plaignant d'un autre pays. Et je pense que la collaboration en plus a sûrement été tout au long de la procédure, et pas juste pour lever la plainte. Donc il y a peut-être aussi une coordination des services techniques, des services de forensique et autres pour émettre tout ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire, pour l'utilisateur final.